OK. Bonjour tout le monde. Je suis Monsieur Thierry Nizier, le président de Performax qui vous reçoit aujourd'hui, le cabinet qui vous reçoit pour ce webinaire intéressant. Et on a l'honneur de recevoir Monsieur Jean-Moïse Do, qui est un féru du domaine, un spécialiste multirécidiviste en gestion de projet. Il aura le temps, l'occasion de nous partager sa vision des nouvelles données de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est le thème à la mode et on va comprendre un peu comment est-ce que ça impacte la gestion de projet et qu'est-ce que l'on doit faire aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, pour ne pas manquer cette évolution. OK, donc Jean-Moïse, c'est vrai qu'il y avait déjà ta présentation qui était attachée à l'annonce. Donc maintenant, on Oui. va passer quand même la parole pour nous redire encore de ta propre voix, pour que l'audience puisse découvrir un peu ton profil et après tu poursuivras avec la suite de ta présentation. D'accord. Ben, écoute, merci Thierry et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez parfaitement bien. Alors, je vais me présenter. Je suis Jean-Moïse Ndo. J'ai un peu plus de 19 ans d'expérience en gestion de projet. J'ai eu la chance d'exercer aussi bien au Cameroun qu'à l'international. Là, actuellement, j'exerce depuis la France. Je suis certifié PMP depuis 2009. Je suis certifié PMP depuis 2009. Là, ma certification va jusqu'en 2030 et j'ai déjà pas mal de PMU pour le prochain renouvellement jusqu'en 2033. Pour ceux qui le savent, il faut conserver des PDU pour renouveler tous les 3 ans. Mais je présume que l'audience que nous avons, étant intéressée par la gestion de projet, a déjà ce genre d'informations. Je suis diplômé à l'origine en 2006 de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, ingénieur en mécanique. J'ai un MBA en ingénierie financière et actuellement je suis en train de faire un executive doctorat en business administration sur le thème de la transition énergétique. Voilà. Mais là aujourd'hui, je vais être avec vous pour discuter de la gestion de projet. Euh, je présume, si je ne me trompe pas, on a avec nous des aspirants ou des actuels PMP et, Oui, oui, c'est ça en fait, des aspirants et certains peut-être des actuels aussi. et c'est ça. Alors, Du du moins coup, je vais des commencer. professionnels intéressés de par la gestion de projet. Super. Alors, du coup, je vais commencer par une question et j'aimerais bien que la majorité réponde dans le chat. Pour ceux qui ne sont pas PMP, pourquoi voulez-vous être PMP? De la manière la plus simple, hein, en un mot, en une phrase. Pourquoi vous voulez être PMP? Qu'est-ce que ça évoque pour vous d'être PMP? Un mot, une phrase. Je regarde le chat. Dites-moi. Un mot, une phrase. Pourquoi vous voulez être PMP? Pourquoi vous êtes intéressé par la gestion de projet? Ta, ta, ta. J'ai l'impression qu'on a des amis un peu timides là. Non? Il n'y a personne qui se Ah bon, lance. je ne sais pas s'ils reçoivent la question. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous avez suivi la question de Jean-Louis? Pourquoi, selon vous, le thème de la gestion de projet vous passionne ou vous intéresse? Pourquoi êtes-vous présent à ce webinaire, par exemple? Être mieux outillé, super. OK. Être mieux outillé, parfait. Quoi d'autre? Alors, pourquoi je pose cette question? C'est très important parce que lorsqu'on vient participer à un webinaire, lorsqu'on vient rencontrer des personnes, il faut savoir qu'est-ce qu'on vient chercher pour ouvrir des portes vers des postes de chef de projet super, renforcer les capacités en management encore plus intéressant. Il faut avoir une vision claire de qu'est-ce qu'on veut chercher. On ne vient pas faire une certification pour suivre un effet de mode, mais on vient parce qu'on a une direction, on a un soupir, on a un battement de cœur. Et la vérité, c'est que c'est ce battement de cœur qui va vous conduire dans la suite. On parle beaucoup de la certification PMP, mais pourquoi d'abord les certifications en général? Pourquoi les certifications? La vérité, c'est que
Les certifications vous permettent de vous aligner à un langage commun à travers le monde entier. Lorsque vous allez dire WBS, quel que soit le pays de la personne, quelle que soit sa culture, il sait de quoi vous êtes en train de parler. Il faut réaliser que lorsqu'on sort d'un contexte, du contexte dans lequel on travaille, moi par exemple aujourd'hui je suis dans le contexte français, des mots que je peux utiliser quotidiennement avec mes collègues peuvent ne pas impliquer la même chose pour celui qui travaille par exemple en Angola. L'avantage des certifications, c'est de nous mettre tous sur un framework commun, sur une architecture commune en termes de mots. C'est une reconnaissance aussi de qu'est-ce que nous savons faire. L'un des avantages concrets du PMP, le PMP reconnaît que vous avez les compétences nécessaires pour être un chef de projet ou pour être un outil d'amélioration de la gestion de projet dans une entreprise. Le fait d'avoir le PMP vous donne de la crédibilité. Le fait de voir de la le PMP signifie qu'il y a une certaine mobilité intersectorielle que vous pouvez avoir. Et la vérité, c'est que ça vous fait entrer dans une communauté de personnes. Lorsque je rencontre en face de moi quelqu'un qui a le PMP, de base, je lui donne, que je le veuille ou pas, je lui donne un niveau minimum dans mon esprit. Pour moi, il correspond à ça. Ça veut dire, je sais que il a passé son PMP, je sais qu'il a ses PDU, je sais qu'il sait ce que l'on appelle gestion des risques. Ça veut dire que de base, je lui donne un niveau minimum. Mais attention, le PMP ne va pas faire le miracle à votre place. Le PMP reconnaît les compétences que vous avez et il est de votre ressort d'utiliser ces compétences pour justement montrer que vous n'avez pas, que vous ne dévaluez pas ce PMP. Et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours dans le cadre de notre carrière. Donc, je me suis présenté globalement. Un point important sur moi, c'est que je suis très autodidacte. J'aime apprendre de nouvelles compétences, c'est ma passion. J'aime apprendre de nouvelles compétences et c'est pour ça que, par exemple, en 2009, j'ai fait la certification PMP. Lorsque j'ai fait la certification PMP, pour vous donner une idée, les cours de préparation à la certification PMP plus le PMP étaient l'équivalent de 3 mois de salaire d'un ingénieur à Douala, parce que je travaillais à Douala. Donc, ceux qui, à l'époque, faisaient le PMP, c'est ceux qui avaient une vision claire de où est-ce qu'ils allaient avec. Pourquoi? Parce que aucune entreprise au Cameroun ne savait globalement ce que c'était le PMP. Donc, vous aviez le PMP, c'est bien. Vous le mettiez dans votre CFC, dans votre CV, ça allait finir en papier pour emballer des beignets ou des sandwichs parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, le contexte est amélioré, les gens savent ce que c'est, mais il faut réaliser, la première chose qui donne de la valeur à votre certification, ce sera vous. En tant qu'autodidacte aussi, je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait des outils internationaux qui permettaient de s'aligner avec d'autres personnes. Le PMP permettait à des gens à l'international de savoir ce que je valais comme chef de projet et il me fallait des outils pour aller plus loin. C'est pour ça qu'en 2010, je me suis formé tout seul sur Primavera, la version 6. Et chose intéressante, je me formais en soirée au bureau à la fin des heures de travail pendant 2 heures. J'ai terminé de me former en novembre 2010 et en décembre 2010, j'ai signé le contrat qui m'a fait quitter le Cameroun pour une mission de 6 mois. J'ai pris le risque de partir alors que la mission n'était que de 6 mois et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis toujours pas revenu. Donc, un point important déjà que je vous donne, c'est il faut passer des certifications, il faut apprendre des outils internationaux et il faut être prêt à prendre des risques pour aller là où vous voulez aller. Alors, on va parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais plus précisément l'intelligence artificielle ou la gestion de projet. J'ai eu affaire avec une ONG camerounaise, PICNET, une formation en intelligence artificielle gratuite sur deux séances pendant les vacances, dont je ne vais pas revenir sur le sujet, mais là, je vais présenter l'intelligence artificielle pour la gestion de projet et la transformation des organisations. Alors, pourquoi est-ce que, en tant que chef de projet, en tant qu'expert, en tant que participant du monde de la gestion de projet, on doit se poser des questions sur l'intelligence artificielle? C'est assez simple. C'est soit on s'adapte, soit on meurt. Nous sommes en fait aujourd'hui dans la même situation que lorsque Internet est arrivé.
Il y a de plus en plus sur les projets une pression temps, coût, qualité, complexité. Et l'intelligence artificielle vient répondre avec une notion simple, l'automatisation. Il y a sur les projets de plus en plus une notion d'excellence qui est demandée. Et par conséquent, bah, il faut commencer à s'adapter. À noter qu'aujourd'hui, dans le monde, 65% des organisations utilisent régulièrement l'intelligence artificielle. Les gains aujourd'hui tels qu'ils sont perçus, à minima, c'est moins de temps pour toutes les tâches qui peuvent être automatisées. Une meilleure anticipation de la vision. Il y a plusieurs niveaux d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a le niveau basique, c'est-à-dire je l'utilise de manière ponctuelle. Il y a le niveau copilote intégré, c'est-à-dire l'assistant. Il y a le niveau un peu coach en bonne pratique. Après, maintenant, une fois qu'on est au niveau coach en bonne pratique, ne vous inquiétez pas, je vais aller dans le détail de chacun de ces niveaux. Donc, il n'y a pas de... je vais aller dans le détail de chacun de ces niveaux. Après le niveau coach en bonne pratique, il y a l'agent exécuteur. C'est un peu comme un employé numérique que vous avez. Et enfin, il y a le dernier niveau, l'intelligence décisionnelle. Chacun de ces niveaux ont les vies. Et par exemple, le niveau ad hoc ponctuel, quasiment, je présume, 70% d'entre nous, on le fait, qu'on le veuille ou pas. Et c'est super important de monter plus haut dans l'usage au quotidien. L'intelligence artificielle ne nous remplace pas, elle vient nous outiller. Je vais rappeler un peu l'histoire de la gestion des projets. Comme peut-être vous le savez, dans les années, dans les années 60, dans les années 60, on a commencé à se poser la question de la notion de gestion de projet. C'est vers ces années qu'aux États-Unis, la question s'est posée de est-ce qu'il faut un corps de métier particulier pour les gens qui pilotent des projets? En rappel, on le vit encore même aujourd'hui, il y avait cette grosse problématique de celui qui pilote, on était vu comme une sorte d'expert des experts. Donc, qu'est-ce qui se passait en général dans les entreprises? Le gars qui était le meilleur en ingénierie devenait directeur ingénierie ou devenait chef de projet ingénierie ou devenait chef de projet tout court parce qu'on avait reconnu en lui l'excellence technique et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. On s'est rendu compte qu'on créait en fait des chefs de projet, entre guillemets, qui avaient la tête dans le guidon pour dire les choses comme elles sont. Ils avaient la tête dans le guidon, ils n'arrivaient pas à se projeter en dehors de ce qu'ils avaient à faire. Et là est très vite venu le besoin de créer autre chose. C'est pour cela que on a commencé à créer le PMI, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 69. Ensuite, on a vu la création d'autres certifications comme Prince2 dans les années 89. Il y a eu le concept de l'agilité qui a commencé à devenir assez célèbre dans les années 2000. Et depuis les années 2020, nous sommes entrés dans la notion de l'AI en project management. Pourquoi depuis les années 2020? Parce que c'est au niveau de ces années que les gens ont commencé à utiliser de plus en plus globalement les intelligences artificielles, notamment avec ChatGPT qui s'est vulgarisé. Il y a eu donc le gain en termes d'efficacité, la standardisation. Donc, en rappel, desktop tout, OK, on est bon. Tout. Voilà, je recommence à présenter. Alors, en rappel, si vous voyez normalement, vous devriez voir mon écran, les postes de la gestion de projet. Thierry, tu me confirmes que l'on voit bien mon écran? Oui, ton écran est bien visible. OK. Les postes de la gestion de projet. Qu'est-ce que c'est que le monde de la gestion de projet? Parce que j'ai pu voir certains dire, je veux être chef de projet, je veux être... Il faut savoir que c'est tout un monde. Lorsqu'on parle de la gestion de projet, il y a tout un tas de métiers. Il y a les métiers les plus connus, c'est-à-dire chef de projet, qui en général dans l'imaginaire collectif correspond au PMP. Il y a le métier d'assistant de chef de projet qui correspond à ce qu'on appelle le CAPM, le Certified Assistant Project Manager. Mais il y a d'autres métiers dans la gestion de projet. Il y a par exemple les métiers de contrôle de projet. Je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu moins connus. Moi, lorsque j'ai quitté le Cameroun, je suis passé de chef de projet pour plutôt passer dans les métiers du projet contrôle. Ce sont des métiers qui sont très utiles
au chef de projet parce qu'ils lui permettent de se libérer de la partie monitoring and control des projets. Et même, ce sont des atouts dans d'autres parties. Dans ces métiers, vous allez voir les PMO orientés contrôle, Project Management Officer. Les PMO orientés contrôle, en général, ce sont des experts qui vont travailler pour le corporate, c'est-à-dire pour la direction, pour donner de manière synthétique les résultats de qu'est-ce qui se passe dans tous les projets de l'entreprise. Après cela, vous avez les projets contrôle qui, eux, ils sont intégrés à l'équipe projet, travaillent pour le chef de projet. En général, ils vont s'occuper des notions telles que le planning, ils vont s'occuper des notions telles que les risques. Et vous avez aussi, maintenant plus en détail, lorsque c'est encore plus spécifié, vous avez les cost control. Les cost control sont des personnes qui travaillent dans le projet, un peu comme le comptable du projet. Il s'occupe de s'assurer que, en termes de budget, on est bien en train de suivre le budget, que les factures payées correspondent bien au contrat des sous-traitants. Il s'assure de faire le calcul des forecasts à fin de projet de chacun des sous-traitants et même du projet de manière globale pour qu'on s'assure que le projet est toujours en train de rester dans la marge prévue. Vous avez aussi le planning manager qui fait le planning. En général, ce sera quelqu'un sur Primavera, MS Project, Jira et d'autres outils pareils, qui va s'assurer de donner une vue globale du projet en planning level 1, level 2, level 3, level 4 parfois, et même quelque temps, on peut aller jusqu'à un level 5. Un level 5, c'est d'avoir un planning qui dit qu'est-ce qui se passe à l'heure près. Dans mon expérience, par exemple, quand j'étais au Congo, on a fait un arrêt d'un FPSO. On avait 2 mois de travail sur site. Et c'est tellement important de ne pas rater l'arrêt qu'on avait fait un planning qui allait à la journée près. En mettant à jour mon planning, je pouvais dire chaque jour qu'est-ce qui a décalé, pourquoi, comment. Donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle le contrôle de projet. Maintenant, on va passer à la gestion des risques lorsque les entités le veulent bien. Et là, on va avoir le risk manager. C'est cette personne qui est outillée dès le début du projet à travers des sessions de brainstorming ou autres pour donner la cartographie des risques auxquels le projet peut faire face, qui s'assure que chaque responsable métier sait quels sont les risques que ces activités peuvent générer. Là, on ne parle pas des risques HSE ou QA qualité, on parle vraiment des risques projets. Et qu'il y a en face de chaque risque une réflexion qui est faite sur qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce risque ou qu'est-ce qu'on fait si ce risque arrive. Lorsque l'organisation est encore un peu plus mature, on a la gestion du changement à travers des interface managers ou des change managers. Ce sont des personnes qui ont en travail principal, je vais parler du change manager, de s'assurer que l'organisation générale, en termes de culture, en termes d'outils, est prête à évoluer en accord avec où le projet se trouve, où la stratégie de l'entreprise se trouve, et où les difficultés auxquelles on fait face. Maintenant, lorsqu'on sort de l'équipe projet, on remonte plus haut, on a la gestion du programme. Comme vous le savez, un programme, c'est un ensemble de projets qui ont un but commun ou qui participent à un but commun. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un directeur de programme. Le directeur de programme a en dessous de lui des chefs de projet qui chacun travaille sur son projet. Il est là pour s'assurer que le programme, de manière globale, atteint l'objectif attendu par l'entreprise, qui peut ne rien avoir avec l'objectif de chacun des projets, mais aussi pour s'assurer que ces chefs de projet ont tout ce qu'il faut pour mener les projets à bien. Maintenant, un peu plus haut encore, on passe à la gestion de portefeuille, les responsables de portefeuille. Le portefeuille sera un ensemble, un package pour l'entreprise dans lequel on aura des programmes, des projets, mais aussi des opérations afin de transcrire de manière pratique la stratégie de l'entreprise. Pour ce qu'on a dans le portefeuille, c'est qu'est-ce qui permet à l'entreprise d'atteindre sa stratégie. Il peut y avoir des opérations routinières, il peut y avoir des projets, des programmes. Le portefeuille est beaucoup plus vaste que des projets, des programmes. Et ici, on est en train de parler vraiment de la stratégie de l'entreprise. Par exemple, lors de ma dernière fonction de responsable exécution chez Enetrac, je gérais le portefeuille de l'entreprise. Dans le portefeuille, il y a la gestion du personnel, il y a les formations pour les équipes, il y a les recrutements, il y a les projets en cours,
Il y a la prospection, il y a les activités de communication. C'est vraiment comment est-ce qu'on transcrit en langage plus simple la stratégie de l'entreprise. Alors, je vous présente ça parce que je sais qu'en général, lorsqu'on entre dans le métier de la gestion de projet, on n'a pas souvent cette cartographie complète et pourtant, c'est une cartographie géniale. Et maintenant, on va entrer dans l'intelligence artificielle appliquée à nos métiers. Je vais commencer par l'usage ad hoc, c'est-à-dire l'usage ponctuel. L'usage ponctuel, c'est quoi? Je dois écrire un email, je demande à l'IA, est-ce que tu peux m'aider à écrire un email à tel, tel, tel? Je veux générer un compte rendu. Ce que je vais faire, c'est que par exemple, lors d'un meeting comme celui-ci qui est fait sur Zoom, Zoom enregistre le meeting, Zoom crée une transcription du meeting en texte. Je peux entrer cette transcription dans l'intelligence artificielle et je lui dis, génère un résumé de cette réunion, génère un résumé de ce meeting avec les points à retenir, avec les actions, et elle va le faire. Je peux reformuler mon discours, je peux même faire des checklists, je peux lui demander de manière, de temps en temps, je peux lui dire, écoute, j'ai un projet de mise en place de ceci, peux-tu me donner les activités clés? Là, c'est vraiment du copier-coller, c'est des prompts que je peux créer ou que je peux réutiliser, mais c'est vraiment des activités pratiques pour du gain rapide de temps. C'est vraiment le palier niveau 1. Le palier niveau 1, c'est ça. Je l'utilise de manière ponctuelle de temps à autre. La majorité d'entre nous, on est passé par là où on y est encore. Et c'est un palier sur lequel il faut prendre du temps parce que c'est le palier pendant lequel on commence à se familiariser avec l'outil intelligence artificielle. C'est le palier où on commence à se rendre compte, ah, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec Claude, je suis moins à l'aise avec ChatGPT, ou ah, mais moi, je suis super à l'aise avec Gemini, vu que j'ai un téléphone Android en plus, c'est super pratique et intégré ainsi de suite. C'est le palier où on découvre soi-même son langage de communication naturel avec une intelligence artificielle. En général, à ce niveau de palier, l'employé ou la personne que nous sommes ne dit pas forcément à son manager qu'il utilise une intelligence artificielle. Maintenant, il y a le palier numéro 2, le copilote assisté. Et à partir du moment où on arrive au palier numéro 2, là, on commence quand même très souvent à dire au manager qu'on utilise l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ici, on commence déjà à entrer dans de l'automatisation. On va commencer à automatiser des tâches répétitives. Par exemple, on va aller se connecter à des outils comme Microsoft Project. On va aller se connecter à des outils comme Jira, pour ceux qui font un peu dans l'informatique. Et l'idée ici, c'est vraiment d'avoir des automatisations assez régulières. Par exemple, je peux donner un exemple. Je peux créer un outil qui sait que systématiquement, vu notre métier, quand je vais lui mettre les transcripts, il doit rechercher des mots-clés pour proposer un compte rendu, mais aussi un plan d'action. Il est connecté au planning du projet. Donc, à chaque fois que nous faisons un meeting, il cherche la corrélation entre ce que nous nous sommes dit et le planning du projet. Et sur la base de ça, il met aussi à jour le planning. Alors, la mise à jour du planning, ça peut être juste un fichier Excel où il vient dire quelles sont les activités qui ont été impactées par notre meeting. Alors là, ici, on aura donc, par exemple, des outils comme Copilot. On aura des outils comme Copilot qui est intégré dans Teams. On aura des outils comme AI Companion ou on aura même des agents AI qui peuvent déjà commencer à être utilisés. Par exemple, un exemple assez simple, c'est que le fait d'avoir Copilot intégré dans vos emails, vous pouvez lui demander à partir de vos emails de prendre toutes les conversations avec une personne sur un mois, vous faire une sorte de chronogramme des discussions, des sujets de discussion sur des thématiques particulières, faire des résumés et donner des plans d'action. Là, ici, en fait, c'est une intégration dans les outils de votre quotidien. C'est vraiment un assistant qui commence à faire le lien entre l'information que je lui donne là et autre chose. À ce niveau, il vaut mieux déjà que l'entreprise sache que vous utilisez l'intelligence artificielle parce qu'elle commence à entrer un peu plus
dans dans la confidentialité des données de l'entreprise. Il est important que l'entreprise le sache. Pourquoi? Parce que selon la façon dont vous avez configuré votre intelligence artificielle, si vous l'avez mal configurée, toutes les données que vous êtes en train d'entrer dans l'intelligence artificielle potentiellement sont accessibles à n'importe quel utilisateur de l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous commencez à entrer des données sur les contrats de l'entreprise, les plannings et tout, et que moi je pose des questions à l'IA sur le même projet, il peut me sortir des résultats qui sont liés à vos conversations. C'est pour ça qu'il est important quand on commence à aller à ce niveau, c'est-à-dire au niveau copilote intégré, il est super important de vous assurer que l'entreprise sait que vous utilisez une IA et d'avoir le support de au moins l'informaticien de l'entreprise pour s'assurer que vous n'êtes pas en train d'exporter leurs données. Je repasse en présentation. Oh, super. Donc, maintenant, on va passer au niveau suivant. Le niveau suivant, c'est un peu comme, comment je dirais, je l'ai appelé coach de pratique, mais pourquoi? Parce que à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? C'est que vous avez les templates, par exemple, des bonnes pratiques. Alors, un exemple que je peux vous donner, c'est qui a le droit de signer des contrats dans cette entreprise? Qui a le droit de signer des avenants aux sous-traitants? Comment, à quoi doit ressembler un compte rendu? À quoi doit ressembler un document tel? Qui a le droit de faire tel type de document? C'est une sorte de base de connaissances et de règles de l'entreprise que vous avez. Et à chaque fois qu'il se passe des choses dans le cadre de votre projet, vous pouvez venir les envoyer, les faire passer par cette IA qui en fait va dire, attention, erreur, Mathieu n'a pas le droit de signer des contrats de plus de 5 millions de francs CFA ou Mathieu n'a pas le droit de signer des contrats de plus de 100 000 euros à cause de son poste. Elle est connectée à la base de données de l'entreprise, des standards, des règles, des procédures, mais elle est aussi connectée à la base, par exemple, ressources humaines, à la base, par exemple, SAP. Et très souvent, on peut aussi la connecter à des notions, à d'autres outils de l'entreprise. Elle vous sert un peu comme une sorte de PMO. Elle peut aider à l'onboarding de nouveaux employés dans l'entreprise et elle permet à l'entreprise de grandir en maturité parce que ce genre de contrôle, du coup, n'est plus fait par un être humain. C'est une partie qui est assez importante de l'entreprise. Là, en général, ça, cette mise en œuvre, elle est en général faite par soit le directeur de programme ou son assistant, ou par le PMO lorsqu'on a un PMO orienté contrôle. C'est très important d'avoir ça parce que ça assure la qualité de ce que nous faisons et le respect, l'alignement avec les standards, les templates de l'entreprise. Le niveau suivant, c'est un agent exécuteur. Alors, l'agent exécuteur, en fait, il fait des petites missions. Chez ChatGPT, vous avez les agents GPT. Vous allez lui donner une mission à faire. Et sur la base de cette mission, il va revenir vers vous régulièrement avec des résultats. Par exemple, vous pouvez lui demander tous les jours d'aller faire la simulation, d'aller prendre les analyses, la variation de la météo dans un lieu donné, parce que vous avez un chantier dessus, et de vous faire des alertes s'il y a des variations de météo brusques. Je vais vous donner un exemple. Dans mon dernier poste, on faisait de la mise en place de projets éoliens. Et lorsqu'on est en train de faire le montage d'une éolienne, on fait très attention à la vitesse du vent parce qu'on va utiliser des grues parce que c'est trop très haut et selon la vitesse du vent, on peut se retrouver à risque. Ici, ce qui se passe, c'est qu'avec l'agent AI, on peut avoir en avance de 2 semaines une simulation de la météo, une simulation par exemple des vitesses de vent, de façon à savoir est-ce que ça vaut la peine de mobiliser la grue ou est-ce qu'il faut déporter l'arrivée de la grue sur site, ce qui permet d'éviter un stand-by. Pour ceux qui font par exemple des activités pétrolières, ça permettra aussi de savoir est-ce que c'est la bonne période pour le drilling, oui ou non. Elle peut aussi agir, par exemple, sur une analyse des marchés, de l'actualité et tout, pour vous faire ressortir des risques
des risques. Par exemple, si vous êtes en train d'acheter des panneaux photovoltaïques en Chine, elle peut faire une analyse des marchés et vous donner des résultats assez réguliers, tous les 24 heures, toutes les 48 heures, s'il y a des variations brusques. Et même, elle peut se baser sur l'actualité, sur les journaux, pour vous faire des simulations et vous dire, potentiellement, il va y avoir une baisse des coûts. Là, ici, nous sommes dans l'agent exécuteur, c'est un employé. Vous pouvez aussi de même lui donner un exemple assez simple, hein. Vous lui donnez les contrats de tout votre projet. Il a les dates de livraison. Il est connecté à votre adresse email et du coup, il a les emails des fournisseurs. Attention, il faut s'assurer de lui donner vraiment les emails des fournisseurs parce que si le fournisseur écrit avec une adresse email qu'il n'a pas dans sa base de données, il ne va pas reconnaître. Et s'il n'y a pas d'email de fournisseur, par exemple, à une semaine de la date de livraison, il peut faire une relance automatique au fournisseur pour dire, attention, nous n'avons toujours pas reçu confirmation de l'arrivée de ça, 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 ça. Vous pouvez lui demander intervention humaine, de vous faire un listing de ce genre de sujet, de ce genre de rappel qui passe parfois par notre angle mort. Et du coup, ce qu'il peut faire, c'est chaque semaine vous dire, vous levez les points d'alerte des fournisseurs qui ne vous sont pas encore revenus, ou vous pouvez décider de le laisser fonctionner totalement en autonome. Il va envoyer en votre nom les emails aux fournisseurs qui, eux, vont lui répondre. Oui, j'insiste sur le fait qu'il va envoyer en votre nom. Ça veut dire le fournisseur il va recevoir un email envoyé par vous. Et après, on passe au dernier niveau, c'est l'intelligence décisionnelle. L'intelligence décisionnelle, c'est quoi? Ici, en fait, on entre dans la partie la plus importante de ce que nous sommes en tant qu'experts gestionnaires de projet. Notre rôle final, c'est d'aider l'entreprise à prendre les bonnes décisions sur la base d'une multitude de données, sur la base du planning, sur la base de l'actualité, sur la base des achats, sur la base des ressources humaines disponibles sur l'entreprise, sur la base des communications avec les fournisseurs. Dans la partie intelligence décisionnelle, l'idée, en fait, c'est d'avoir une IA qui analyse toute cette big data, toutes ces données, les avancements du chantier, les comptes rendus des fournisseurs, les comptes rendus des meetings qui sont faits. Il concatène tout ça avec les contrats. Il fait un matching, un match gap analysis entre les résultats, ce que toutes ces données sont en train de lui dire et le déroulement normal du projet et il lance des alertes pour dire, attention, là, il y a une décision à prendre, là, il y a ci. C'est utile parce que ça permet de gérer énormément de données et même des données que nous, parfois, en tant qu'être humain, on ne voit pas forcément. Un exemple que je vais vous donner, c'est sur un projet que je faisais assez dernièrement. Il y a une donnée qui est passée dans l'actualité, c'était l'annonce des travaux sur une route nationale en Belgique. Dans l'annonce des travaux qui a été faite sur la route nationale, on annonçait que les convois exceptionnels seraient obligés de passer par une desserte, sauf que cette desserte nécessite des autorisations. Cette annonce dans les journaux, elle passe totalement inaperçue pour nous, sauf que on se rend compte que tout convoi exceptionnel qui sort du port d'Anvers est obligé de passer par cette route nationale. Ça veut dire que le matériel que nous attendons, les éoliennes, les pales et tout, ne peut pas passer par cette route. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire? Il faut anticiper assez rapidement, dès que l'annonce est faite dans les journaux, se rapprocher des organismes compétents, analyser le trajet secondaire qui est proposé et obtenir toutes les autorisations légales pour que le convoi exceptionnel passe par là. Ça, c'est un cas d'outil d'aide à la décision. Il a fait une analyse de l'actualité en ligne avec toutes les informations du projet. Il a décelé l'anomalie et il a remonté l'anomalie. Il faut rapidement avoir des autorisations parce qu'il y a un changement d'accès à prévoir. C'est un peu là où on va avec l'intelligence artificielle. C'est ce qui est aujourd'hui déjà possible.
ce n'est pas de la fiction, c'est déjà totalement possible avec l'IA. Et à noter que dans chacun de ces usages, nous sommes des acteurs clés pour leur implémentation. Nous, à chacun de nos niveaux d'intervention divers. Donc, je vais faire un tout premier break là pour voir s'il y a des questions avant de passer à la seconde partie. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat ou est-ce qu'il y a des questions? Oui, bon, merci Moïse. Déjà pour l'assistance, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand l'intervenant l'autorise, vous pouvez lever la main si vous avez une question à poser ou l'inscrire dans le chat. Moi, je pense que j'ai deux questions par rapport à ton intervention. Euh, Déjà, tu as évoqué les aspects confidentialité des données Oui, lorsque l'on commence à interagir avec l'IA. Ça demande donc que l'entreprise ou bien les ressources humaines de l'entreprise puissent upgrade leurs compétences de sécurité des données, parce qu'il peut arriver que même les informaticiens de l'entreprise ne soient pas à jour en tout ce qui concerne les questions d'intelligence artificielle ou bien oui, même les questions de sécurité en intelligence artificielle. Donc, ça demande donc vraiment que, en termes de compétences, que les personnels techniques, parce que quand je dis technique informatique, parce que les autres peuvent ne pas savoir, parce que ce que tu évoquais là, moi je crois que je suis encore palier 1, comme tu as dit, mais j'apprends vraiment cet aspect sécurité des données. Ça, c'était la première question. Deuxième question aussi, c'est sur le volet, j'ai eu un moment où on parlait d'erreurs. J'ai lu une fois une consultante qui disait que 35% des intelligences artificielles se trompent. Parce que l'intelligence artificielle compile des données qui peuvent venir de sources diverses. Imagine qu'il y ait des erreurs sur des sources initiales. Donc, ça veut dire qu'elle va vous renvoyer une information qui est erronée. Et sur un certain pourcentage, il y a des informations qui sont remontées des intelligences artificielles qui sont fausses, qui peuvent nous amener à prendre des décisions erronées. Comment oui, tout à faire? fait. Qu'est-ce que tu Al- suggères? Alors, je vais commencer par ta seconde, par ta seconde question parce que justement, on a si vous avez suivi l'actualité, on a le scandale de Deloitte avec le gouvernement australien. Deloitte a remis au gouvernement australien un Oui, rapport oui, oui. qui était plein d'erreurs parce qu'il est arrivé ce qu'on appelle l'hallucination de l'intelligence artificielle. Oui, Alors, erreur d'hallucination, c'est justement le euh, mot là. c'est bien qu'on parle de ça. Normalement, dans le cadre de l'usage, d'un usage mature contrôlé, d'un environnement contrôlé, ça n'arrive pas. Mais oui, ça peut arriver. Qu'est-ce que c'est que l'hallucination? C'est que l'IA, lorsqu'elle ne trouve pas certaines données, surtout lorsqu'on lui fait subir un traitement vraiment intensif, peut aujourd'hui, les gens n'arrivent pas forcément à expliquer pourquoi, inventer des données ou peut se baser sur son analyse pour créer des données qui lui semblent logiques par rapport à ça. Sauf qu'il n'y a pas de, je dirais, de source pour supporter cette information. Comment éviter l'hallucination? La première chose, et j'ai envie de dire, c'est une chance pour nous, c'est l'aspect d'avoir l'humain qui travaille avec l'IA. Le second point, un truc très simple dans les prompts, c'est de lui dire, n'utilise des statistiques, des données, des inputs, que si tu peux trouver une source fiable de ces données, tu peux lui dire, évite Wikipédia, tu peux lui donner des plateformes à éviter, et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va par exemple te faire un rapport et il va te donner des sources à chaque fois. Un peu comme un étudiant à qui tu donnes une thèse à faire. Pour être sûr que ton étudiant ne vient pas te raconter du n'importe quoi, à la fin du document, tu vas lui demander la liste des références. Où as-tu trouvé ces informations? Juste cet ajout-là limite le pourcentage d'erreur. On passe de 35% à environ 2%. Avec ça, il va te faire exactement comme un étudiant. Si tu te rappelles qu'on était étudiant, à chaque fois qu'il y avait une information, on mettait par exemple un et en bas de page, on mettait la référence. Ça vient de ceci, ça vient de cela. Et du coup, les informations qu'il ne peut pas highlighter, il faut les revoir avec lui et lui demander d'où elles viennent. Parfois, ça vient d'une analyse pertinente qu'il fait.
Mais s'il n'y a pas de support, surtout dans des informations qu'il faut rendre publiques, c'est un peu difficile de dire mon IA pense que. Donc voilà, donc là, le niveau d'hallucination peut être réduit, il peut être contrôlé tout facilement en lui demandant de ne s'appuyer que sur des sources sûres. Maintenant, dans le cadre de la gestion des projets, il faut savoir que nous lui donnons un framework, une architecture limitée à l'intérieur de laquelle se figer. C'est l'architecture de ce qui est relatif au projet. C'est pour ça que je présente la plateforme de tous les métiers de la gestion de projet. Pourquoi? Parce que selon votre métier, vous devez le traiter d'une façon différente. Par exemple, si je suis cost control, je ne vais parler que de budget. Par conséquent, ce que je vais lui entrer, c'est les contrats des fournisseurs. Ce que je vais lui entrer, c'est les budgets. Ce à quoi je vais lui donner accès, c'est les emails des fournisseurs, les factures, le système de facturation et tout. Et en actualité, il ne pourra rechercher que des informations sur mes fournisseurs ou peut-être sur la météo, des trucs comme ça. Et ça, c'est la partie où on va un peu voir ça dans les métiers de demain dont je parle. On a ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus les AI architectes. C'est une personne qui vient dans votre entreprise, il est payé uniquement pour vous aider à déployer l'intelligence artificielle de manière fiable et ajustée en ligne avec vos besoins. Parce qu'il ne sert à rien de vous donner un caterpillar si vous voulez balayer une maison. Vous risquez de balayer toute la maison et ses habitants avec le caterpillar. Donc là, en fait, ça aussi, c'est le second point, c'est déployer l'IA selon le besoin. Si vous êtes une entreprise qui, pour le moment, n'a des besoins qu'en niveau 1, c'est-à-dire en niveau ponctuel, correction des emails et tout, rien ne sert de déployer un outil de décision parce qu'il risque de vous égarer. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il ne correspond pas du tout à votre besoin. C'est comme recruter un doctorant pour faire le travail d'un BTS. Il ne saura pas le faire, pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que ça ne correspond pas à ses compétences. Donc, ça, c'est la réponse à ta deuxième question. Maintenant, par rapport à la première, la gestion de la confidentialité, oui, il y a une urgence de monter en compétences, en particulier pour le personnel qui travaille autour et même pour les utilisateurs. Quelque chose qui peut être fait. Moi, déjà, ce que je recommande à tous les utilisateurs de type entreprise, que ce soit un particulier ou une entreprise, c'est de prendre un abonnement payant. Déjà, de base, il faut prendre un abonnement payant. Quelle que soit l'intelligence artificielle que vous utilisez, il ne faut pas être un abonnement gratuit parce qu'il faut savoir qu'un abonnement gratuit, par défaut, vous servez à nourrir l'IA. Vous servez à la faire évoluer, à la faire grandir. Donc, pourquoi est-ce que c'est gratuit? Bah, c'est gratuit parce que vous l'aidez à grandir avec les informations que vous lui donnez. Une fois que vous pouvez passer un abonnement payant, vous avez plus de pouvoir sur la restriction de vos données. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis en payant sur Gemini, je suis en payant sur ChatGPT et je lui demande de ne pas utiliser mes données pour faire grandir, pour entraîner ses émulateurs. Ça me conserve ma confidentialité, mais si je ne l'avais pas fait, comme je vous l'ai dit potentiellement, toutes les données que je suis en train d'entrer et toutes les discussions que je suis en train d'avoir peuvent servir à un jeune étudiant qui se pose des questions sur ce genre de projet. Et en tapant, il aura les réponses qui proviennent des informations confidentielles de l'entreprise entrées sur l'IA. Donc oui, il est vraiment important cette montée en compétence des informaticiens de l'entreprise pour soutenir les professionnels des métiers dans le déploiement de l'intelligence artificielle au quotidien. Voilà. OK. Je crois qu'il y a une question dans le chat, je pense. Je vais regarder. Il y a une main qui est levée, Cynthia Miafo, je Oui, je crois. vois une main qui est levée. Vous pouvez prendre la parole. Si elle peut ouvrir sa Bonjour à caméra, ce tous. serait bien pour plus de Oui, bonjour. convivialité. Bonjour. Oui, bon, je m'appelle Cynthia, comme vous avez vu, et ma question est la suivante. Merci déjà pour le résumé que vous avez fait concernant l'IA dans la gestion de projet. Maintenant, avec tout ce que nous avons vu
au niveau de la capacité décisionnelle de l'IA, n'est-il pas risqué pour les futurs gestionnaires de projet? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que à l'avenir, on n'ait plus besoin des gestionnaires de projet et on se concentre sur l'utilisation des IA, vu qu'avec le temps, eux aussi, ils vont augmenter en performance et en autonomie? Superbe question. C'est vraiment une superbe question. En fait, ta question, c'est quel est l'impact sur l'emploi? Ça, c'est la seconde partie, mais je vais déjà le Exactement, dire. oui. Ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit un peu au début, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'arrivée d'Internet. Il va y avoir un impact sur l'emploi. C'est ce qui s'est passé avec l'arrivée de Google. Avant, lorsqu'on cherchait des informations, il y avait un gars dans l'entreprise à qui on disait, est-ce que tu sais où trouver cette information? Il prenait sa voiture, il faisait le tour des bibliothèques de la ville, il fouillait des documents et il revenait dire, ah, l'information que tu as demandée, chef, elle n'existe pas. Avec Google, on a commencé à poser la question. Nous sommes à l'étape suivante. La vérité, c'est que oui, il y a des emplois qui vont disparaître, mais les emplois qui vont surtout disparaître, c'est ceux qui ne vont pas savoir s'adapter. C'est ceux qui ne vont pas savoir tirer parti de la transformation pour se redéfinir eux-mêmes. L'un des exemples que je donne, c'est, j'aime bien prendre ce cas, comme je l'ai dit en introduction, je suis très autodidacte. En 2010, alors que mon employeur ne le demandait pas, j'ai commencé à me former tous les soirs sur Primavera. Pourquoi? Parce qu'il me semblait évident, vu la pertinence de l'outil, que des projets qui nécessitaient un suivi régulier, un suivi de qualité, nécessitent juste Primavera. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est adapt or perish. C'est est-ce que je comprends à quoi ça peut me servir pour aller plus loin ou est-ce que tout simplement je vais être mis sur le côté? Mis sur le côté par des personnes qui comprennent la transformation qui est en cours et qui savent s'en adapter. Lorsqu'on va commencer la seconde partie, je vais vous remettre la cartographie des métiers de la gestion de projet. Il est important pour moi dès aujourd'hui que des jeunes n'entrent pas dans le métier juste avec le je vais être chef de projet. Il faut remarquer qu'il y a pas mal de métiers à l'intérieur de la gestion de projet et selon nos appétences personnelles, nos outils, notre façon de voir, notre sensibilité, on peut aller vers un métier plutôt qu'un autre. Et en fonction de le métier vers lequel on se voit en train d'aller, il faut savoir en quoi cet outil m'est utile pour aller plus loin. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Un, savoir clairement où est-ce que je me positionne dans les métiers de la gestion de projet, comment cet outil m'est utile, et maintenant, deux, apprendre. Il y a quelque chose d'extraordinaire sur l'intelligence artificielle. Lorsque vous regardez les premières images générées par les intelligences artificielles en 2022, de manière grand public, et vous regardez aujourd'hui les images, les vidéos qui sont générées, enfin, je vais dire, on est à quoi? On est à 2 ans et demi d'usage grand public et c'est de la folie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est l'outil le plus utilisé dans le monde. Et pour revenir sur ce que j'avais dit dans un précédent séminaire, plus nous l'utilisons, plus il grandit. En particulier les utilisateurs gratuits, qui représentent aujourd'hui 75% des utilisateurs. Plus nous l'utilisons, plus il grandit, plus il apprend. Il y a une intelligence artificielle que j'aime bien conseiller aux gens de tester, ça s'appelle Suno. Elle génère de la musique. Au départ, lorsque j'ai commencé à utiliser Suno en début d'année 2025, lorsque je lui entrais des textes en dialecte africain et tout, il prononçait ça à l'américaine. Dernièrement, j'ai fait un remix d'une chanson camerounaise, Tikandolo, avec Suno, et le remix est juste magnifique. Peut-être que je vous ferai suivre ça à la fin si on a un peu de temps. Mais c'est pour vous dire, plus nous l'utilisons, plus il grandit. Il grandit. Et la vérité, c'est que, enfin, un peu en milieu de cette année, j'avais dit que dans un an, on ne saura pas différencier une vidéo faite par IA d'une vidéo réelle. Non, on y est déjà. On y est déjà. Et il faut réaliser qu'il y a peut-être des rapports que vous recevez, il y a des actualités que vous lisez dans les journaux, il y a des lignes éditoriales que vous lisez qui sont faites à 100% par IA sans aucune intervention humaine. Sans aucune intervention humaine.
Il y a cette anecdote assez drôle qu'on se partage souvent entre... J'ai un groupe de personnes avec lesquelles on travaille sur l'IA, où on se partage et où on dit, l'employé prend les bullet points de ce qu'il veut dire à son manager et il les entre dans l'IA en lui disant de donner plus de détails. Le manager reçoit l'email détaillé, il entre ça dans l'IA et lui dit, fais-moi un résumé en bullet points. Et au final, le manager reçoit les bullet points initiaux que l'employé avait entrés dans l'intelligence artificielle. Alors que la réponse serait juste pour le manager de dire à l'employé, j'ai besoin de 5 lignes pour m'expliquer ce qui se passe, pas plus. Donc, il y a une vraie redéfinition du monde du travail et ça, c'est la suite. Suno, c'est exactement comme tu l'as écrit, Rakatou. S-U-N-O. Suno.com. Oui, il y avait une autre question dans le chat là. Oui? Euh, est-ce qu'on a une réglementation dans le domaine de l'IA, vu les risques, et afin de garantir une utilisation éthique et responsable? Oui, il y a une réglementation. Il y a une réglementation à l'échelle européenne. Il y a une réglementation à l'échelle mondiale. Alors, à noter que la réglementation est en train de se mettre à jour. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme pour toute réglementation. Ça ne marche que si on se fait attraper. Enfin, malheureusement, il faut être franc, hein. Une loi ne marche que si on attrape si on attrape les personnes qui l'utilisent. Je vais donner un exemple. À un moment donné de cette année, on a attrapé des étudiants dans des universités assez célèbres des États-Unis qui utilisaient l'intelligence artificielle pour écrire leurs thèses. On les a attrapés parce qu'on a fait le matching et on s'est rendu compte, oui, ça a été généré par IA. En, C'était quand? En août, un start-upper a créé une IA qui prend les résultats générés par l'IA et les transforme en texte humain de façon à ce que lorsque ça passe par un détecteur d'IA, ça dit matching human writing 85%. Enfin, c'est pour dire, oui, il y a une réglementation, mais la vérité, c'est que l'outil est en train d'aller plus vite que toutes les réglementations qu'on pourrait imaginer. Euh, Par exemple, lors des campagnes électorales, est-ce qu'il y a une réglementation qui interdirait aux candidats de faire d'utiliser des vidéos générées par IA? Est-ce qu'il y a une loi qui interdirait qu'un candidat puisse faire des vidéos où il est en train de faire des discours devant 100 000 personnes qui l'applaudissent et que ce soit une vidéo générée par IA? Aujourd'hui, non. En fait, les lois sont en train de se mettre à jour et c'était là où je reviens sur le point dont tu parlais, Thierry, c'est il faut une mise à jour des métiers. Les juristes aussi doivent se mettre à jour, aussi bien en Afrique que dans le monde entier. Ils doivent se mettre à jour, mais ça va être un gros travail. Ça va être un gros travail parce que chaque jour, il y a de nouveaux usages qui apparaissent et chaque jour, ces usages deviennent de plus en plus complexes et difficiles à discerner pour l'œil humain. Voilà, si ça répond à la question de la personne. Ok, oui, oui, je pense que c'est assez d'abord. Parfait. Du coup, s'il n'y a pas de questions, là, on arrive à la fin de la première heure. Ah oui, il y a Alex qui a une question. Oui, Alex, bonjour. Ouais, ouais, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai suivi vraiment avec beaucoup plus d'attention. Ah, je vois ça, Euh, Alex. Tu es sur mon écran ouais, depuis tout à l'heure. ouais, la thématique sur les IA. Mais des fois, nous avons beaucoup de difficultés sur la gestion de projet. Je suis un géologue. Des fois, nous avons des projets miniers et Mhm. il faut faire, des fois, il nous faut faire des simulations en 3 dimensions. Et des fois, on utilise les IA, OK? On utilise les IA pour, euh, pour que, pour que la simulation soit presque, hein, donc avec l'humain et les artificiels pour que ça matche. Maintenant, la question que je voulais poser, nous avons le risque, nous avons beaucoup de risques de se tromper sur les décisions qu'on doit prendre par rapport à l'IA. Et par rapport à ces risques-là, j'aimerais assez que vous puissiez un peu nous éclairer, hein, vous allez encore nous éclairer davantage
comment est-ce que nous devons manier pour éviter ces risques, minimiser les risques Ah, super. dans les décisions. OK. Oui, Alors, je vais tout d'abord commencer par une expression qu'on utilise, BIBO. Bullshit in, bullshit out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mes données d'entrée ne sont pas correctes, d'une manière ou d'une autre, alors les données de sortie ne seront pas correctes. Les données d'entrée peuvent ne pas être correctes en termes, je vais prendre dans le cas de ton métier, d'un relevé qui est incorrect, ou même de data de manière globale sur les règles, les spécifications, les normes qui sont données à l'IA qui ne sont pas correctes. Qu'est-ce que l'IA fait? Elle fait quelque chose de très simple. Elle prend tes données d'entrée, elle les analyse par rapport à ce qu'elle sait de comment est-ce qu'elle doit analyser ces données au niveau des normes, des process et tout. Et sur la base de qu'est-ce qui est entré et de qu'est-ce qu'elle a, elle va te donner un résultat. La qualité de ce qu'elle te donne est liée à qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur et de qu'est-ce qui est entré. Dans le cadre de ton métier, moi, ce que je te conseillerais, c'est de te bâtir un agent AI à l'intérieur duquel tu vas entrer des normes, les normes les plus à jour. Tu vas lui donner des références en termes d'experts de métier. Je vais parler de ça dans un autre webinaire. Tu vas lui donner des noms d'experts dans le métier. Tu vas par exemple lui dire, je ne sais pas moi, base-toi sur Jeffrey, machin, qui est un expert en géologie aux États-Unis. Tu vas lui donner des noms d'experts dans le métier. Tu vas lui entrer toi-même des normes ou des liens ou des noms de ces normes-là. Et tu vas lui dire de ne travailler que sur la base de ça. Et dans les résultats qu'il te donne, de te dire où est-ce qu'il a pioché les résultats ou qu'est-ce qu'il a utilisé pour ces résultats. J'ai envie de dire, oui, aujourd'hui, cette limitation de l'IA permet qu'on a encore besoin de nous. Parce qu'une oui, fois que ça oui. sera résolu, on n'aura plus besoin de nous. Et on va avoir une chute drastique des besoins d'employés dans les entreprises. Et ça risque d'arriver dans les 5 prochaines années. Mais tu vois, là, ce que je te dis, c'est contrôle complètement le périmètre, aussi bien de ce que ton IA va utiliser que de ce que tu vas lui donner en entrée. Parce que dans les prompts, ça, beaucoup de gens ne le savent pas, tu peux lui dire qu'il va se considérer comme étant un expert en géologie, plus particulièrement appliqué à la géologie, par exemple, minière dans le cadre de l'exploration, ta. En particulier, tu peux lui donner des noms d'experts. Tu peux lui dire comment dire, de se baser principalement sur les normes suivantes que tu vas entrer. Soit tu vas donner les noms des normes, soit tu vas lui-même entrer carrément les PDF des normes et tout. Et sur la base de ça, tu vas lui dire, sur la base de ça, prioritairement, analyse les données d'entrée que je vais te donner. Maintenant, ce que je te conseille, c'est mets à l'intérieur une boucle de contrôle en lui disant, check d'abord la conformité de mes données, détecte-moi toute anomalie que tu pourrais repérer et s'il n'y a pas d'anomalie, alors ensemble procédons à l'analyse des résultats. Tu crées une boucle de contrôle d'abord de tes données parce que comme j'ai dit, in, bullshit out. Bullshit out. Donc, tu lui définis le cadre de travail, tu lui fais contrôler tes données parce que tu peux entrer une donnée simplement avec un zéro de trop au lieu d'une virgule. Et s'il ne fait pas de contrôle, bullshit out. Alors que s'il fait le contrôle, il va te dire, tes données me semblent intéressantes, mais il y a une donnée qui me semble assez en déphasage par rapport à tout le reste. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Oui, oui, vraiment, merci beaucoup. Super. OK, Thierry, on va prendre les autres questions juste après. Tout Parce à qu'il faut quand fait. même qu'on continue sur la seconde partie et je pense qu'il peut y avoir des questions qui sont liées à la seconde partie. OK, Oui, so tout à fait. Let's go, let's let's go. go. C'est très passionnant. Écoute, ça fait plaisir. Je peux parler de ça. Moi, tu me reviens à 2 heures du matin pour parler de ça, je parle de ça. En tout cas, on ne te Quand, laissera pas partir comme ça après cette séance. quand on aime, on ne compte pas, comme je dis souvent. All right.
Du coup, vous avez à l'écran, je présume, vous avez à l'écran le gros tableau bleu des métiers, c'est ça? Oui, le métier de la gestion de projet. Vanderbilt. Donc, là, vous avez les métiers. À noter qu'il y a des métiers que je n'ai pas forcément mis comme contract manager, comme document control, mais qui existent. Mais il faut retenir ces divers axes. Il y a les axes de contrôle de projet, il y a les axes de gestion, il y a les axes des risques, il y a les axes de changement, il y a les axes de programme, il y a les axes de portefeuille. C'est important de se positionner à l'intérieur. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que c'est un truc très intéressant de discuter avec un ami. Il se passe souvent quelque chose en entreprise et certains d'entre vous vont s'y reconnaître. C'est, on a l'impression que les personnes qui ont des promotions ne sont pas forcément les meilleures. Par exemple, nous sommes tous des ingénieurs sortis de la même école et celui qui a la promotion, bah, attends, on le connaît quand même à l'école. C'était pas le gars qui faisait les meilleurs dimensionnements, c'était pas. Sauf que il faut réaliser que selon ton parcours, selon tes capacités, selon tes soft skills, selon ce que tu es comme humain, ce que tu dégages, tu vas te retrouver prioritairement dans une ligne de carrière plutôt qu'une autre. Et en général, ce qui s'est passé dans beaucoup d'entreprises et qui continue d'ailleurs à se passer, c'est que la personne qui a des promotions, ce n'est pas souvent celui qui a les meilleures compétences techniques, mais plutôt celui qui semble avoir le meilleur, je dirais, comportement en termes de gestion des hommes, en termes de motivation des troupes, en termes de compréhension de qu'est-ce que les autres font. Et même en termes de communication. Par exemple, vous allez aller le voir ce gars dans l'équipe qui n'est pas du tout bon dans tout ce que l'entreprise fait, mais qui, lorsqu'il explique ce que ses collègues ont fait, même l'élève de l'école primaire comprend. Et bien, ce qui va se passer, c'est que ce gars va devenir manager. Et ses collègues ne comprendront pas en disant, oui, mais ce n'est pas le meilleur d'entre nous. Il n'est pas le meilleur dans le know-how, mais il est le meilleur dans le communiquer. Alors, par conséquent, naturellement, il va être celui qui va être mis en pause de communication. Et c'est pour ça que je viens maintenant sur la seconde partie que tu as commencé à aborder, Thierry, c'est repenser les métiers de demain. Parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très brutal qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, mais qui est en train de se passer en sourdine, c'est que l'intelligence artificielle est en train de repenser les métiers. Une analyse a été faite, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, il y a 33% de recrutement en moins dans les métiers de type management et tout, des jeunes diplômés. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Et il y a une notion de rééducation que nous devons tous faire, aussi bien en tant qu'individu, en tant qu'employeur, en tant que RH, en tant qu'employé, et j'ai envie de dire même en tant que parent. En tant que parent, même à se poser la question, est-ce que je suis en train de mettre mon enfant dans le bon cursus par rapport à ce que le monde est en train de devenir? Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'entrer de plus en plus dans une zone de problème. C'est si on a une éducation qui reste comme elle est, on va de plus en plus être là. Les problèmes arrivent quand? Lorsqu'il y a des mauvais processus, lorsqu'il y a des malentendus ou lorsqu'il y a des questions qui ne sont pas répondues. Le processus normal de l'éducation, c'est la méthodologie, la recherche, la théorie, l'expérimentation, le savoir, et puis on avance. J'ai pas parlé du cas de ces étudiants qui étudiaient et qui utilisaient l'IA pour faire leur thèse et tout, mais je vous ai présenté aussi ce cas un peu drôle de l'employé qui va sur site, il fait son compte rendu en 6 lignes. Comme il sait que son manager aime les longs rapports, il va aller sur l'intelligence artificielle, lui dire sur la base des 6 lignes que je t'ai données, fais-moi un rapport de 2 pages. Il va envoyer le rapport de 2 pages à son manager, qui lui va entrer le rapport dans l'intelligence artificielle et lui dit, dis-moi ce qu'il faut retenir. Et au final, le manager va se retrouver avec les 6 lignes que l'employé avait fait au début. Il faut même repenser la communication entre nous. On s'est D'accord. habitué à des modèles de communication qui, à un moment donné, étaient utiles, à des modèles d'éducation qui, à un moment donné, étaient utiles, mais qui aujourd'hui commencent à être dépassés. On va entrer de plus en plus dans la notion de qu'est-ce qui m'est réellement utile. Et c'est l'utile qui va commencer à faire la différence. Ce qui va commencer à faire la différence entre, par exemple, deux certifiés PMP, c'est celui qui, dès le premier jour, apporte de la valeur à l'entreprise.
Comparé à celui qui le premier jour va arriver, il va s'asseoir et il va commencer à poser des questions. Ici, ça fonctionne comment? Qu'est-ce qu'on fait et tout. Alors qu'en parallèle, il y a son collègue, lui, dès qu'il va arriver le premier jour, il va dire, avec mon IA, je sais que vous faites ça, 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 quelle est l'intelligence artificielle que vous utilisez dans le cadre de mon métier. Moi, j'ai pas besoin d'un assistant ou d'une assistante parce que j'ai automatisé ça, 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 ça. En fait, c'est ça qui va commencer à faire la différence. Beaucoup de métiers vont changer. Par exemple, au niveau de la gouvernance et de la stratégie, les responsables de portefeuille vont être moins occupés dans des tâches routinières et par conséquent, le scope de ce qu'ils peuvent gérer va augmenter en scalabilité. Ils vont se retrouver en train d'être capables de gérer beaucoup plus de portefeuilles. Du coup, au lieu d'avoir un responsable portefeuille par pays, bah, l'entreprise pourra se comporter pour se limiter à avoir un responsable de portefeuille niveau monde qui va travailler avec des intelligences artificielles qui vont l'aider à gérer efficacement toutes les données. Pourquoi? Parce que ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'est-ce qui est pertinent comme information. Ce ne sera plus de faire le rapport de 200 pages que personne ne lit de toute façon dans l'entreprise, mais ce sera d'être capable d'avoir un tableau de bord qui donne la santé de l'entreprise en 6 ou 7 indicateurs. Les directeurs de programme vont passer beaucoup plus à des responsables d'orchestre pour s'assurer qu'on est vraiment dans une cohérence. Au lieu d'être en train de piloter leur chef de projet au quotidien, ils pourront vraiment se focaliser sur la notion de cohérence des projets par rapport à la vision. Les PMO, par exemple, vont être en train de travailler au lieu d'être dans le quotidien du projet. Oui, Mathieu, tu dois m'envoyer les avancements demain. Thierry, tu n'as pas envoyé les résultats fiscaux, ça. Oui, Thierry, le format dans lequel tu m'as envoyé les factures du mois n'est pas bon. Bah, ils vont passer plutôt à un poste d'analyse de données. Pourquoi? Parce que la personne qui doit lui donner les données, lorsqu'il va envoyer les données, l'IA va lui dire tes données sont incohérentes parce que le gars va rectifier, ou même le gars lui-même va avoir une IA qui prépare ses données, envoie, et du coup, le PMO devient celui qui regarde plutôt les indicateurs et sur la base des informations qu'il a et de son expertise, est capable d'expliquer les indicateurs. Et là, du coup, on va entrer dans une catégorie où on aura de plus en plus besoin de personnes qui sont capables de ramener les chiffres à des réalités pratiques de terrain. Moi, l'un des conseils que je donnerai à beaucoup de personnes qui aujourd'hui entrent dans le métier de la gestion de projet, c'est d'aller sur site, d'aller passer du temps sur site. Parce qu'on aura de plus en plus besoin de personnes comme ça, de personnes qui sont capables de dire que la chute du ROI vient du fait qu'actuellement, au niveau des ateliers, il y a cette problématique qui n'est pas en train d'être gérée. On aura besoin des personnes qui sont capables de comprendre ce qui se passe sur le site et non de se cacher derrière des chiffres. Parce que les chiffres vont commencer à parler de plus en plus d'eux-mêmes. Le chef de projet, pareil, comme il y a des activités comme la planification, par exemple, de son agenda, les communications, des métiers tels que les secrétaires vont commencer à disparaître. Pourquoi? Parce que si tu programmes bien ton intelligence artificielle, la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'une secrétaire et en plus, tes données tu as moins de risques de confidentialité. Les assistants chefs de projet vont pouvoir travailler sur des scopes beaucoup plus grands. Pourquoi? Parce que, par exemple, un meeting comme celui-ci, à la fin de ce meeting, Zoom AI Compagnon va faire le transcript. Il va faire un mémo avec les points clés à garder de ce meeting. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'assistant qui va passer tout le meeting à noter ce que les gens disent et faire le compte rendu, puisqu'à la fin du meeting, le compte rendu est déjà disponible. Donc, ils vont passer à un niveau un peu plus haut de gérer plutôt les données de sortie de ces intelligences artificielles, contrôler les erreurs, clarifier et transmettre. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie qu'il y a des métiers pour lesquels, par exemple, on aura soit moins besoin d'humains, soit on aura besoin d'humains avec des compétences beaucoup plus basses. Parce que ce qui sera attendu de l'humain dans ces métiers sera beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Par exemple, les gens qui font aujourd'hui les PMO orientés reporting de projet ont de fortes chances de commencer à disparaître. Pourquoi? Parce que le rapport de projet peut être généré totalement en automatique sur la base de
l'équipe construction qui envoie ses avancements, l'équipe ingénierie qui envoie les documents émis, le planning qui a été attaché au contrat, les contrats qui sont connus, les comptes rendus des meetings qui sont faits par Zoom Compagnon, et puis les IPMO, sur la base de ça, chaque semaine, va générer un rapport hebdomadaire de projet avec les risques, avec où on en est et qu'est-ce qui se passe. Donc, soit on n'aura plus besoin d'humains pour ça, soit on aura besoin d'un humain avec beaucoup moins de compétences qu'aujourd'hui. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que soit on a de moins en moins besoin de l'humain, soit on a besoin d'un humain qui est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour grandir et faire plus. Le mot-clé ici, c'est vraiment la scalabilité. Il faut être capable de gérer beaucoup plus. Il faut être capable de gérer beaucoup plus que ce qu'on est en train de gérer aujourd'hui. Vous aurez sûrement les slides dont vous allez voir un peu l'évolution des divers métiers. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une notion de scalabilité qui va arriver tout à fait naturellement. C'est qu'au lieu d'avoir un chef de projet sur un seul projet sera sur 10 projets à la fois. Au lieu d'avoir un document contrôle, on en aura peut-être pas du tout, ou on en aura un qui va faire tous les projets de l'entreprise. Bref, tous les métiers vont évoluer, soit en réduction de la qualification nécessaire pour ce poste, soit ils vont évoluer vers, on garde quelqu'un qui est autant qualifié parce qu'il faut qu'il puisse communiquer et tout, mais on augmente le scope de ce qu'il fait. Alors, je vais entrer dans la transformation organisationnelle qu'on a déjà commencé. Voilà quelques métiers émergents. Par exemple, AI Project Stratégiste. C'est quelqu'un qui va venir concevoir la stratégie intelligence artificielle. Il y a aussi le métier qu'on appelle Project Digital Twin Architect. En fait, c'est quelqu'un qui vient, c'est assez facile, hein. Il s'assoit avec toi, par exemple, Thierry. Toute la journée, il voit ce que tu fais, il voit ce que tu fais et tout. 80% de tes activités, il, alors pas créer, parce que créer n'est pas exact, puisqu'il va partir à partir d'une intelligence artificielle existante, il, comment on dit, il set up une intelligence artificielle qui va faire ce 80% de tes activités. Et du coup, tu vas te retrouver avec une sorte de jumeau, c'est pour ça qu'on l'appelle Digital Twin, qui fait 80% de ce que tu fais. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu as un Digital Twin? C'est que ton employeur va te dire, écoute Thierry, ton scope a chuté à 20%. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on diminue ton salaire ou est-ce qu'on t'ajoute d'autres choses à faire? Il y a aussi les AI Enablement Coach. Et ça, c'est un métier qui va être très utile C'est ça. très bientôt, surtout par rapport en Afrique. C'est des personnes qui vont venir former des managers à l'usage Ah, de copilotes AI par rapport à leur métier. Donc, grosso modo, j'ai un peu mis ça sur cette slide-ci. Il y a l'automatisation des processus qui va permettre de réduire les équipes au rôle clé, qui va permettre de diminuer les qualifications nécessaires. Il va y avoir un énorme gain de temps qui est même déjà en cours. Il va y avoir la réduction du risque biais. La réduction du risque biais, c'est quoi? La réduction du risque biais, c'est par exemple d'éviter qu'un RH me rejette 70% des CV dont les noms de famille ne lui plaisent pas, ou qu'il me rejette des CV de femmes parce que voilà, il a des biens. Il va y avoir une augmentation de la productivité des power users. Les power users, comme je l'appelle les AI power users, c'est ceux qui vont apprendre très tôt à avoir une AI qui les aide à faire leurs activités. Ça pourra être par exemple un employé que tu as dans l'entreprise qui a créé lui-même qui a set up lui-même, pas créé, qui a réglé sa propre intelligence artificielle et qui, lorsqu'il arrive dans ton entreprise, toutes les tâches qui sont mécaniques, répétitives et tout, sans même que tu lui demandes, il les fait faire par son intelligence artificielle dans le respect de la confidentialité des données et tout. Et du coup, ce gars, quand il arrive dans ta boîte, il se retrouve en train de faire le travail de 4, 5 personnes, 6 personnes. Ça, c'est ce que j'appelle les AI Power Users. Donc, ça permet de recentrer les recrutements sur la valeur ajoutée de l'individu. Pas sur ses compétences, non. Pas sur ses diplômes, mais sur
quelle est sa valeur ajoutée. Des décisions beaucoup plus rapides. Pourquoi? Parce que l'un des avantages de l'intelligence artificielle, c'est cette gestion de la big data pour avoir des analyses concises. Il va y avoir une mutation de la structure pour passer à de l'analyse prédictive grâce à de la modélisation, grâce à l'analyse des tendances et même grâce au retour d'expérience parce que du coup, ton intelligence artificielle sera capable d'analyser ce qui s'est passé dans l'entreprise sur les 10 dernières années. Et sur la base de ça, elle sera capable de te faire un retour d'expérience et de te dire et de te faire une modélisation pour les futurs projets. De te dire, si tu ne veux pas reproduire ça, attention à ça, à ça, à ça. Elle sera capable d'analyser des écarts et dire, attention, là, il y a un signal qui est en train de rappeler ce qui s'est passé en 85 sur tel projet, tel projet, tel projet. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement un risque avec la machine 5, la machine 6 ou autre chose, quoi. Ça permet de passer d'un mode réactif à un mode beaucoup plus prédictif. Donc, ça, c'est les 5 gros piliers de la transformation organisationnelle. Donc, voilà. C'était la seconde partie. Donc, du coup, on peut passer au second round de questions. Les slides OK. seront disponibles chez Performax. À vous rapprocher d'eux pour les slides ou pour autre chose. Par exemple, je vais leur donner une liste d'intelligence artificielle qui peuvent être utilisées selon certaines fonctions. OK, de toute façon, puisque le replay sera disponible, envoyé par email d'ici demain à tout le monde qui s'inscrit. Par la même occasion, on pourra donc diffuser, si tu auras déjà envoyé les détails sur les listes, toutes les informations nécessaires, on pourra leur diffuser ça dans le même email. Tout à fait. OK. Et si des personnes ont des questions ou des sujets, qui n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn. J'aime bien discuter, quoi. OK. Ça J'ai me vu dérange pas. un autre doigt levé. Mais là, j'ai encore une autre question en attendant que l'autre là se prépare. OK. Tel que tu as dit, ça soulève des opportunités et ça soulève également des inquiétudes. On est en Afrique. Inquiétude déjà? Oui, laisse-moi terminer. On est en Afrique et on se plaint déjà du fait qu'il n'y ait pas d'emploi. Maintenant, comment l'Afrique va-t-elle tirer parti? Comment va-t-elle faire? Est-ce que ça va venir tuer le peu d'emplois qu'il y a? Déjà, l'Occident en général produit beaucoup, et l'Asie aussi. On peut se dire que l'IA va leur permettre de découpler leur capacité à produire. L'Afrique, déjà, qui est beaucoup plus orientée vers des activités manuelles, c'est-à-dire l'agriculture, les mines, ce genre de choses, donc des activités à forte intensité de main-d'œuvre. Si maintenant on vient avec l'IA, que va devenir la ressource humaine? Les gens vont faire Alors, quoi? j'aime bien ta question parce que ça aborde un point dont on ne parle pas ici, qui est aussi l'une de mes passions. En fait, c'est la robotique. Parce que là, tu es en train de parler de l'IA, mais il y a aussi la robotique. Lorsqu'on parle d'activité agricole, un robot agricole peut abattre le travail de 50 employés de champ. Et il y a maintenant des robots avec IA embarqué, la RPA, Et Robotic il y a Process des Automation. robots avec IA embarqués. Sur l'un de mes chantiers de mise en place de panneaux photovoltaïques, pour les avancements mensuels, qu'est-ce que je faisais? Toutes les 2 semaines, on faisait passer un drone qui scannait le site. Sur la base du scan du site, il faisait une comparaison entre qu'est-ce qui est fait et le plan du projet. Le plan du projet en 2D, en 3D, les spécifications et tout, plus son scan du mois précédent ou des 2 semaines précédentes. Et sur la base de ça, il nous calculait l'avancement réel qui a été fait pendant les 2 semaines-là. Il ressortait toutes les non-conformités qui ont été faites par rapport au plan, les non-conformités qui n'ont pas été corrigées par le sous-traitant entre son dernier passage et le passage actuel, ce qui permettait qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on doit payer à chaque sous-traitant 2 jours après son passage sur site. Des métiers vont mourir. Ça, c'est une réalité. Non, enfin, non, mais c'est une réalité, Thierry. Des métiers vont mourir. Mais il faut aussi réaliser quelque chose. Et là, c'est moi qui parle. C'est l'Afrique. Enfin, pour moi, au contraire, c'est une opportunité pour l'Afrique.
Je c'est là m'explique. justement, je veux qu'on réinsiste, que tu nous éclaircisses un peu en quoi C'est ça une perturbe. opportunité parce que, Moi, je vois beaucoup de menaces. justement, moi, je vois plutôt le contraire. L'intelligence artificielle est la plus grosse démocratisation du savoir qui existe. Et ça, les gens ils ne réalisent pas. Il faut réaliser qu'à un moment donné, pour faire un excellent MBA, il fallait monter d'un avion. Après, avec le temps, d'excellents MBA se sont développés sur le continent. Pour faire un excellent, super excellent doctorat, même si tu étais affilié à une université locale, il fallait voyager, aller rencontrer des gens et tout et tout. En fait, l'accès au savoir était très cloisonné dans des cercles. Même à l'intérieur des pays, on le sait, l'accès au savoir était cloisonné dans des groupes. C'est si tu n'as pas accès à tel grand mentor, tu ne peux pas discuter avec lui et tout. Aujourd'hui, on a la plus grosse démocratisation du savoir qui se déroule. Et moi, ce qui me choque, c'est de voir des gens en fait qui ne le réalisent pas. Par exemple, lorsque Alex a posé sa question, je lui ai dit quelque chose de super intéressant. C'est qu'il peut dire à l'IA, à donner à l'IA des noms d'experts dans son métier et de lui dire à l'IA de fonctionner comme eux. Lorsque tu dis ça à l'IA, qu'est-ce que l'IA fait? Elle va sur Internet, elle cherche tous les écrits des experts de ce métier, elle fait une sorte de synergie de comment ces gars, selon elle, pensent et tout. Et tiens-toi bien, Thierry, il y a de fortes chances que le rapport qu'elle te sorte, des gens qui connaissent cet expert puissent te dire que ça ressemble à ce qu'il a fait. On est en train d'assister à la plus grande démocratisation du savoir imaginable aujourd'hui. Je n'ai plus besoin d'aller aux États-Unis pour faire un rapport du même niveau qu'un rapport de Harvard. Tout ce que j'ai à faire, c'est, alors que je suis en train de faire ma table des matières, alors que je suis en train de démarrer mon abstract et tout, je dis à mon IA, fais un cross-match, un match gap entre ma table des matières, ma méthodologie et les meilleurs standards, par exemple Harvard, Sciences Po, Yale, INSEAD. Et il va me faire un tableau comparatif en me disant là où je suis bon, là où je ne suis pas bon. C'est la plus grosse démocratisation du savoir et c'est justement là, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe avec l'IA? Il faut que la jeunesse, les gestionnaires de projets, les experts, il faut qu'ils n'essayent pas de rattraper le retard par rapport au monde développé. Il faut qu'ils se posent la question de où est-ce qu'on veut aller. C'est tout. Il n'y a pas de retard à rattraper. Tu ne peux pas rattraper quelqu'un qui lui aussi est en train de découvrir comment il va utiliser l'IA. Si tu essaies de le rattraper, ça veut dire que tu t'apprêtes à être dépassé par lui encore. Il faut plutôt que tu te poses la question comment je l'utilise au mieux. Tu as parlé d'agriculture. Par exemple, en agriculture, avec un drone plus une IA embarquée, tu as une surveillance de tes plantations et tu as un plan d'ensemencement, tu as une analyse de productivité, enfin, tu as une analyse prédictive de la météo qui te permet de prendre les bonnes décisions. Tu as même une analyse des variations sur les marchés qui te permettent de savoir est-ce que je dois récolter cette semaine ou plutôt est-ce que ça vaut le coup est-ce que je dois récolter et envoyer toute ma récolte ce mois-ci ou en analysant les marchés, je me rends compte que la tonne de café risque d'augmenter dans 2 mois, donc ça vaut le coup de récolter, stocker et dans 2 mois, je fais sortir ma récolte. Et la conséquence là-dedans, c'est que tout le personnel qui était utilisé habituellement à faire ça, je ne les recrute plus. Il faut qu'il s'ajuste. Il faut qu'il s'ajuste. Il faut qu'il se fasse quoi? Il faut qu'il Toute s'ajuste, cette il faut qu'il se main-d'œuvre. transforme. En fait, c'est ça la vérité. Il faut qu'ils se transforment tous. Et ça rejoint la question qu'une personne a posée en parlant de la réglementation de l'IA. Peut-être pour juguler cette crainte liée au niveau de développement de la ressource humaine que des gens appellent incessamment à la réglementation de l'IA. Et Oui, je mais la pense que, par exemple, réglementation, alors je oui, pense que le débat est mal passé parce que la réglementation l'évolution, n'empêchera pas ce qui doit l'évolution arriver. tu penses qu'il va arriver dans les années futures sur ce volet-là? Réduction énorme du besoin de main-d'œuvre humaine, qu'on le veuille ou pas. En Asie, il y a pas mal de vidéos sur Internet. En Asie, tu as déjà le gars qui passe sa commande et puis tu as un drone qui vient lui livrer sa nourriture. On ne peut pas arrêter le progrès. Et comme je le dis, penser en termes de le développement, c'est l'ennemi. C'est un peu revenir à ce comportement mythologique, à ce comportement d'il y a quelques années, où
tout ce qui était inconnu était considéré comme de la magie et conséquent, c'est dangereux. Moi, je me rappelle dans certaines années, je me rappelle quand Internet était sorti, voilà, il y a des gens qui avaient vu ça comme un danger, comme de la magie et tout. Il faut comprendre que le progrès va se faire avec ou sans nous. Et la question plutôt à se poser, c'est comment je deviens un outil dans ce progrès pour être utile à mon continent. Et c'est ça, en fait, la véritable question que chaque personne aujourd'hui doit se poser. Alors, je vais te donner un exemple. Je vais mettre le lien dans le chat, cadeau gratuit. Je vous mets un lien là, dans le chat. C'est une académie faite par ChatGPT gratuitement pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Là, je vous ai mis en particulier une page où pour des rôles et des métiers spécifiques, par exemple, si tu es vendeur, si tu es ingénieur et tout, bah, ChatGPT te dit, voici comment tu peux poser tes questions pour améliorer ton métier. Mais aujourd'hui, ces recherches-là, ces recherches que, par exemple, j'ai faites, que d'autres personnes font et tout professionnel devrait se faire cette recherche en se posant la question, quid de moi dans quelques années? J'aime raconter, discuter, lorsque je fais des webinaires sur l'innovation, j'aime rappeler aux gens que, à un moment donné, pour faire des scènes aériennes, on faisait venir un hélicoptère et un caméraman. Il fallait un caméraman et un hélicoptère pour faire des scènes aériennes dans des films. Bah, plus récemment, maintenant, on fait passer un drone et c'est bon. On n'a plus besoin du gros hélicoptère et on n'a plus besoin du caméraman. Il y a quelque temps, pour faire un film, il fallait des caméras très coûteuses. Moi, je me rappelle, beaucoup ne l'ont pas vécu ici, heureusement parce qu'ils sont jeunes, mais moi, je me rappelle, nous, on allait en vacances avec un gros appareil photo ici. Et bien aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce gros appareil photo. Tout le monde avec son appareil photo fait de meilleures photos que les photos que moi je faisais à cette époque avec mon gros appareil photo numérique. Enfin, je veux dire, tu vois, quand le progrès nous bénéficie, on ne se pose pas la question de tous ces employés-là qui servaient à faire ces appareils photo numériques là, dans les années 90, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je suis sûr qu'il n'y a aucun utilisateur de smartphone là qui se pose la question. C'est ça le progrès. C'est soit tu t'adaptes, adapte en perish. Soit tu t'adaptes, soit tu vas périr. Il faut se poser la question comment mon métier s'adapte. Et là, du coup, je reviens sur la thématique qui nous réunit, c'est la gestion de projet et en particulier les certifications. Et je reviens sur ce que j'ai dit au début. La certification reconnaît que tu as les compétences, mais le game changer, c'est quels sont les outils que tu utilises parce que la certification donne un certain niveau de crédibilité à ton profil. Les outils que tu utilises font ta valeur ajoutée. Et c'est là où tout se passe. C'est est-ce que je fais la bonne certification par où je veux aller? Et si oui, quels sont les outils que je dois apprendre? Il ne faut pas juste venir avec la certification et dire, je suis PMP, il est temps que ma vie change. Non, c'est je suis PMP, voici ce que je vous apporte dès mon premier jour dans l'entreprise. OK, une autre question ici, peut-être la dernière. Euh, Comme tu abordes le volet certification, quelles évolutions tu entrevois sur la certification, les certifications en gestion de projet, PMP, Prince2? On est parti, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du management agile, par exemple. Donc, toutes les certifications tendent vers l'agilité. Est-ce que maintenant, les prochaines évolutions, ce sera l'intégration de l'IA? Moi, je vois même déjà, ma petite idée me dit même déjà que tous les métiers, dans tous les cursus de formation, on devrait ajouter un module sur l'IA. Alors, il est même déjà là. Je suis en train d'essayer de me lock je suis en train d'essayer de me lock sur mon PMI parce qu'il est même déjà là, en fait. Il est déjà là. C'est super que tu en parles parce qu'il est déjà là. Attends un peu voir. Lorsque tu es sur... pour tous ceux qui sont membres du PMI, il y a des vidéos gratuites qui vous disent comment utiliser l'intelligence artificielle par rapport à votre métier. Donc, je vais pas aller dessus. Il y a déjà des vidéos gratuites sur ça. Vous pouvez aller les chercher. Et... Voilà. Là, voilà. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran. Alors, si vous voyez sur mon écran,
il y a une nouvelle certification qui s'appelle PMI Certified Professional in Managing AI. Donc oui, aujourd'hui, il y a même une certification qui dit, bah, moi, je sais utiliser l'AI, je sais quoi faire avec l'AI. Et vous voyez pas mal de trucs. On vous parle, par exemple, de 19 millions de jobs AI qui sont projetés d'ici 2030. On vous parle d'un budget de dépenses d'environ 632 milliards de dollars. Euh, je conseille à tout le monde de jeter un coup d'œil. Faites votre PMP, parce qu'attention, ça ne va pas remplacer votre PMP et tout, mais jetez aussi un coup d'œil sur ça. Alors, attention, à chaque fois, comme je disais, une certification dit que vous avez les compétences. La certification ne va pas vous faire avoir les compétences. Mais je vous montre en fait un chemin futur de après. C'est pensez-y après, parce que ce n'est pas sur la base de la certification qu'on va recruter une personne. Bon appétit, Alex. Ce n'est pas sur la base de la certification qu'on va recruter une personne. Ce sera sur la base de sa valeur ajoutée. Donc, n'allez pas faire la certification en disant, on a eu un webinaire avec M. Jean-Moïse, super, il nous a dit que si on fait la certification PMI, CPM, AI, on va trouver du job. Non, 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 non. Non, la certification reconnaît que vous avez développé les compétences. Je reviens encore en 2010, je me suis formé pendant plusieurs mois à la fin du boulot sur Primavera. C'est parce que je savais utiliser Primavera que j'ai débauché mon boulot qui m'a fait, voilà, qui m'a fait pas quitter le pays. Ce n'est pas parce que j'avais un papier qui disait il sait utiliser Primavera. Et j'ai rencontré dans ma carrière des gens qui étaient certifiés Primavera, mais qui savaient moins bien l'utiliser que moi. Et ce qui se passait, c'est que vu qu'ils avaient la certification, ils étaient recrutés parfois pour être mes managers. Et après, on se confrontait au quotidien. Et puis voilà, quoi. Parfois, le gars partait en vacances, il ne revenait plus. Donc, faites les certifications, oui. Ayez la compétence aussi. Mais comme tu vois, comme je te dis, le fait qu'aujourd'hui, le PMI, il faut le rappeler, aujourd'hui, le PMI, c'est l'organisme à l'échelle mondiale le plus crédible en termes de où va la gestion de projet, quels sont les standards de gestion de projet. Il y a pas mal de certifications, mais aujourd'hui, le monde entier le reconnaît. L'organisme le plus crédible reste le PMI. S'ils ont fait sortir une certification en AI, ça veut dire qu'ils reconnaissent que il va avoir une transformation du métier. Et il y a des vidéos gratuites. Je n'ai pas le lien là, malheureusement. Il y a des vidéos gratuites du PMI sur l'intelligence artificielle pour les chefs de projet. Je vous invite pour ceux qui le veulent peut-être, aller sur mon profil. Je crois que j'ai posté ça soit sur mon Facebook, soit sur mon LinkedIn. Vous allez trouver les liens de ces vidéos réservées aux membres du PMI qui expliquent comment utiliser l'intelligence artificielle au quotidien dans votre gestion de projet. OK, super, fantastique. Est-ce qu'il y a encore des questions puisque nous sommes en train de clôturer déjà l'échange? Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'une personne aurait besoin de comprendre? Pour rappel également, ce webinaire où nous recevons l'expert Jean-Moïse rentre dans le cadre de notre série de programmes et d'activités sur la gestion de projet et la certification PMP que nous animons actuellement. Nous avons une session en présentiel qui entre lundi pour 10 jours et une session en ligne qui commence le 3 novembre pour 2 mois, donc novembre et décembre. Donc, je vous enverrai un mail également avec le replay de cette session et sur le détail également. Donc, et puis, Jean-Moïse, nous te disons merci. Nous avons beaucoup appris, tu nous as beaucoup édifié. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on te sollicitera parce qu'on a, sur cette thématique, je pense qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre de toi. Et on Pas de demandera. souci. Peut-être même on pourra voir, mais là, ce sera strictement avec les étudiants. Ce n'est pas de la discrimination, mais le fait de le faire avec les étudiants qui sont en train de se former pour le PMP, c'est parce qu'ils sont déjà engagés dans cette démarche et du coup, ce sera plus facile d'interagir avec eux. On pourra même faire une session pratique de simulation, quoi. Qu'ils essayent un Oui, peu tout de à fait. voir, voici une activité de gestion de projet, voici comment on l'a fait avec l'intelligence artificielle. Et un Là, point ce sera, on important pourra que organiser une masterclass. c'est ça. Et un point important que j'aimerais partager avec les étudiants, c'est
pendant que vous faites la formation pour le PMP, pratiquez, 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 pratiquez. Pourquoi? Parce que vous aurez, je connais votre enseignant, on était camarades de classe, donc je sais que vous allez avoir la certification. Pratiquez parce qu'à la fin de la certification, il faut que vous soyez capable de directement être une valeur ajoutée. Il y a un mot-clé qu'il faut retenir. Si vous ne retenez qu'une seule chose de ce webinaire, c'est augmenter la valeur ajoutée. C'est ça le but aujourd'hui que nous tous on poursuit. Que ce soit avec l'intelligence artificielle, des certifications, des standards, augmenter la valeur ajoutée. Et je vous quitterai sur une très belle anecdote. J'ai travaillé au Nigeria avec de jeunes ingénieurs nigérians que je mentorais. Et j'ai eu le plaisir, il y en a deux qui sont partis au Canada. Et bien, tenez-vous bien, les deux qui sont partis au Canada ont trouvé du travail dans le mois de leur arrivée parce qu'ils avaient le PMP. Aucune expérience canadienne, malgré ce qu'on voit dans beaucoup de lives là sur les réseaux sociaux, aucune connaissance du pays, jamais travaillé en dehors de l'Afrique, mais ils avaient le PMP. Alors, sur la base de leur valeur ajoutée parce qu'ils avaient de l'expérience en projet, pratique et tout, et le fait qu'ils avaient le PMP, c'est-à-dire le recruteur, il comprend le langage et il se dit, j'ai confiance en ce gars parce qu'on parle le même langage. Lorsque je lui dis WBS, il sait de quoi je parle. Lorsque je lui dis SPI, CPI, il sait de quoi je parle. Ils ont trouvé du boulot. Donc voilà. Et je crois Je qu'on a vois une qu'il y a... question là. Monsieur Moïse, est-ce qu'on peut donc passer son PMP sans passer par le CAPM? Je suppose que le Oui, je suppose CAMP. qu'il voulait aussi dire CAPM. Oui, je suppose qu'il voulait dire CAPM. Ben, ça dépend si vous remplissez les conditions C'est d'éligibilité ça. pour le PMP, hein. Et moi, je conseille aux gens, enfin, il faut regarder. Si vous remplissez les conditions d'éligibilité, oui, faites directement votre PMP. Si vous ne les remplissez pas, faites le CAPM. Tout à fait, tout à fait. En fait, on entre dans une période où il faut savoir où se positionner et quelle est la valeur ajoutée qu'on a. Si je fais le PMP alors qu'en fait, dans la pratique, je ne suis pas vraiment ce qu'il faut pour être un PMP, eh ben, quelque part, je peux être un peu, entre guillemets, un fraudeur. Si vous avez le niveau, l'expertise et l'ancienneté requise pour être PMP, faites votre PMP. Je vous encouragerai jamais à faire une certification plus basse que celle à laquelle vous pouvez prétendre. OK, pas de souci. Super. Bon, Bien, je pense qu'on est arrivé au terme de l'échange, ce riche échange. Donc, n'hésitez pas, si vous aurez d'autres questions, n'hésitez pas après à revenir. Ou alors, si vous aurez besoin d'autres informations chez Jean-Moïse, vous pouvez le trouver sur LinkedIn et vous pouvez lui écrire directement. OK, donc merci Jean-Moïse pour le temps, la disponibilité. Merci à tous les participants. Nous avons eu environ plus de 100, autour de 120 participants qui étaient inscrits à ce webinaire. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu être connecté. Mais ça montre que c'est une thématique digne d'intérêt. Et dès l'année prochaine, nous avons beaucoup d'activités que nous prévoyons en approfondissement euh, sur la thématique de l'intelligence artificielle parce que c'est une thématique passionnante. Moi-même, il y a quelques mois, je n'utilisais pas d'IA, mais il y a juste 1 ou 2 mois où j'ai commencé vraiment à utiliser professionnellement ChatGPT. Ça a totalement bousculé ma perception et maintenant je le fais. allez, Je vois la valeur ajoutée, comment ça peut. C'est véritablement, moi je l'appelle intelligence augmentée artificiellement. Donc, c'est ça. donc Intelligent. Ah oui, vraiment, mais c'est très beau ce que tu dis. Intelligent oui, augmenté. intelligence augmentée artificiellement. Donc, ceux qui ne vont plus utiliser l'intelligence augmentée artificiellement, il y aura un déphasage énorme avec ceux qui comptent uniquement sur leur faculté cognitive. Tout à fait. Alors, je vais rebondir. Il y a quelqu'un dans le live qui a dit on attend les IA pour les juristes. Les IA pour les juristes, c'est vous qui allez les setup, hein. L'IA est là, c'est à vous de la. Mais comment on dit le mot là en français, setup? Régler, de faire les réglages en fait nécessaires. Et en tant que juriste, par exemple, il y a le métier de contract manager qui n'est pas très vulgarisé, qui aujourd'hui prend de plus en plus sa place dans les entreprises, surtout les entreprises qui ont des contrats assez élevés. Il y a des entreprises aujourd'hui qui viennent en Afrique et qui sont obligées de mobiliser des contract managers
depuis l'Europe parce qu'ils n'en trouvent pas en Afrique. Parce que les juristes qu'il y a en Afrique ne connaissent que les lois, ils ne connaissent pas la vie de Mhm. projet. Donc, moi, Tout à fait. j'encouragerais quelqu'un, même qui a un background de juriste, à faire son PMP, à entrer dans la gestion de projet, parce que, comme on a mis dans l'échantillon des métiers de la gestion de projet, il y a de la place pour tous les métiers. Le comptable peut devenir cost control, celui qui est bon en séquencement peut devenir planificateur, le juriste devient contract manager. Il y a de la place pour tous les métiers. Malheureusement, en fait, les gens n'ont pas très souvent cette visibilité. OK. Super, je pense que c'est bien répondu. Je ne Allez, sais pas s'il y a une autre question. Bon, c'est bonne bon. soirée. Maintenant, d'accord. Merci Jean-Moïse. Et puis, on dit merci à tout le monde. Et bonne fin de vendredi. Et à très bientôt. À très vite. La vidéo À très le replay bientôt. sera Bon disponible sur week-end. YouTube d'ici demain. Et on vous partagera le lien pour suivre le replay. OK. Bye bye à tout le monde.